Sommet international sur la migration, les chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Afrique vont se retrouver à partir de mercredi à La Valette, à Malte, pour proposer des solutions durables à la crise migratoire dans ces pays. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sera présent. 40 ans d'indépendance de l'Angola, le Premier ministre Modibo Keïta représente le Mali aux festivités. Il a quitté aujourd'hui Bamako pour Luanda. Sikasso, capitale de la pomme de terre, la campagne bat son plein. Les fournisseurs de semences proposent la quantité et la qualité de variétés recherchées. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Haruna Konaté, distributeur de semences. Chronique Santé fait ce soir un grand zoom sur la paralysie cérébrale. Lundi 9 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deux audiences au palais de Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la région Afrique. Au centre des entretiens, les grands axes de coopération entre le Mali et ses deux partenaires. Alousseni Touré a suivi ces audiences pour nous. La Banque mondiale est un partenaire d'envergure de notre pays. En témoigne l'ampleur des projets stratégiques orientés principalement vers l'agriculture, les infrastructures et l'appui à la croissance. Par ailleurs, le sommet sur le changement climatique qui se tiendra prochainement en France a figuré en bonne place dans cet entretien accordé par le chef de l'État. Nous avons pu réaffirmer donc le partenariat de la Banque mondiale avec le gouvernement de la République du Mali, et aussi nous avons échangé sur le sommet du climat, la COP21 qui doit se tenir à Paris. Nous avons également discuté du plan de l'autorité du bassin du fleuve Niger que nous allons essayer d'appuyer pour pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour la restauration du fleuve Niger. Et comme vous devez vous y attendre également, nous avons discuté de paix, de stabilisation pour le développement économique du Mali. Les mêmes sujets figurent au menu de l'audience accordée à l'ambassadeur du Royaume-Uni au Mali. J'ai discuté avec Monsieur le Président ma participation dans le comité de suivi de l'accord de la paix et réconciliation, et que j'étais très contente de voir le processus qui a été fait avec après ce qui s'est passé à Néfis. Ça a repris dans un très bon esprit et que chacun pousse l'autre pour faire un peu plus de progrès. On a discuté la formation qui est faite entre nos deux pays dans le cadre de la formation européenne à Kolikoro, que Monsieur le Président avait visité. Alors on avait discuté combien nos militaires sont contents de travailler ici au Mali, et il était, Monsieur le Président, très content d'avoir la formation là-bas à Kolikoro. Ce message de condoléances du président de la République adressé à son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de Madame Hadje Itr Déby Itno, votre sœur cadette par suite de maladie, et celui de Monsieur Ngatsa Ngoulou, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat de la République du Tchad, suite à un accident de la circulation routière survenu le 1er novembre dernier. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, à votre famille et au peuple frère du Tchad mes condoléances les plus attristées. Je prie Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux pour le repos éternel de l'âme des disparus. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération.
Sommet international sur la migration, je vous le disais, ce sommet va s'ouvrir à partir de mercredi à La Valette, à Malte. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, participera à cette rencontre mondiale aux côtés d'une cinquantaine de ses pairs de l'Union européenne et de l'Union africaine. Un sommet qui entend d'ailleurs apporter des solutions durables à la crise migratoire dans le pays. Nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara, sont déjà sur place à La Valette. Ils nous retracent les enjeux de ce sommet. Si ce ne sont pas des chalutiers qui s'échouent au large de côtes libyennes avec des centaines de morts des Africains, ce sont des milliers de migrants et de réfugiés qui forcent les frontières de l'Europe. Ces derniers mois, l'Union européenne se débat comme un beau diable pour faire face à la crise migratoire qu'elle traverse. Mais elle est convaincue que seule, elle ne pourrait pas faire face à l'afflux. D'où l'urgence de ce sommet international de Malte qui réunit pays d'origine, pays de transit, pays d'accueil et autres partenaires pour une synergie d'action. Il s'agit de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies et de l'Organisation internationale de la migration OIM. Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d'un pays de migration, participera au plus haut niveau à ce sommet. Avec ses pairs d'Afrique et d'Europe, ils devront associer leurs efforts, travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes aux défis d'intérêt commun. À La Valette déjà, les diplomates maliens basés à Bruxelles et en Libye peaufinent les derniers préparatifs en vue d'une participation réussie du Mali à ce sommet international de Malte. Alors, la République de Malte, pour la petite leçon de géographie, c'est un État insulaire d'Europe situé au milieu de la mer Méditerranée. Sa capitale est La Valette. Il est composé d'un archipel de 8 îles, dont 4 sont habitées. Avec ses 316 km², Malte est le plus petit État de l'Union européenne qui compte 446 547 personnes. Le choix de cet État n'est pas fortuit. Malte est avec l'Italie et la Grèce en première ligne face à l'afflux d'immigrés qui tentent de gagner l'Europe à travers une périlleuse traversée de la mer. Nos envoyés spéciaux à La Valette, à Malte. Une fois n'est pas coutume pour que le sport se retrouve en bonne place dans ce journal. Le président de la République a suivi avec beaucoup d'intérêt cette première finale du Mali au niveau mondial. C'était hier soir. Malgré la défaite des joueurs maliens, Ibrahim Boubacar Keïta a salué leur performance. Il est au micro de Khalifa Namatraoré. Ils n'ont pas démérité. Pour une première à un tel niveau, je voudrais leur dire de ne pas se décourager. Je vois le jeune Traoré qui est avocat qui est complètement effondré. Il ne faut pas. Je pense qu'ils ont essayé. Ils ont essayé le Mali à un niveau jusque-là jamais atteint. Nous ne devons jamais l'oublier. Ces petites erreurs d'expérience et autres seront corrigées pour le futur. Et je gage que cette équipe-là nous donnera encore à espérer et ira encore très loin. Ce soir n'était pas la bonne soirée. Cela arrive, c'est la loi du sport, la dure loi du sport. On a vu de quelle manière ces deux buts-là nous ont surpris, contre le cours du jeu quelque part. Et tout à fait contrairement à ce qu'on avait vu la première mi-temps. Je pense qu'il faudrait que l'engagement technique en tire les leçons. J'avais dit dans mon propos d'entrée de jeu qu'il fallait qu'il soit serein, calme, et surtout éviter la précipitation et aussi le souci de marquer personnellement un but. Que c'est l'équipe qui comptait. On a vu ça au niveau de leur collègue du Nigeria. Comment ce jeune-là a fait la passe qui a marqué le premier but. Et c'est comme ça. Je crois que c'est l'équipe qui compte. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont mérité de la patrie malienne. Et très très fortement. Il reste à tirer toutes les leçons de cet échec-là, à ce niveau-là, pour rebondir positivement. Et notre pays, en tout cas, a démontré là qu'il était devenu un pays de football, une grande nation de football sur le continent, pays avec lequel il faudra désormais compter. Désormais, on devra compter avec le Mali. Pourvu que le Mali à l'intérieur se reprenne aussi, que notre fédération nous donne aussi une meilleure image de ce que nous espérons qu'elle soit. Mais là, l'État aussi prendra ses responsabilités s'il le faut.
quand les jeunes montrent tant d'engagement, tant de courage, on ne peut pas laisser notre football se déliter pour des intérêts tristement égocentriques qui n'ont rien à voir avec la nation malienne. Là, je le dis très très clairement. Il faut tirer toutes les leçons de cela, mais je crois que les jeunes, quant à eux, n'ont pas du tout démérité. Baïba est à saluer pour ce qu'il a fait également comme coach. Il a été à la hauteur. Je dis la loi du sport aujourd'hui nous a été défavorable. C'est malheureusement le lot. En matière sportive, ça arrive, parce qu'il arrive qu'on gagne. Ça peut être une belle fête. C'est une petite tristesse. Petite tristesse. Parce que nous sommes quand même deuxième du monde. Et ça, je crois que ce n'est pas négligeable. Nous sommes aimés d'être les premiers. Ça pour plus tard, Inch'Allah. Cette équipe-là a de l'avenir. Il y a un avenir fabuleux. Et nous serons là pour l'aider, pour l'épauler. Et ce soir, je leur dis simplement, les enfants, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, ne soyez pas dans le désespoir. Vous avez fait honneur à votre pays, vous avez fait honneur à votre drapeau. L'hymne du Mali a résonné. C'est le stade de Vina del Mar. C'est pas rien. La finale de Coupe du Monde. Et déjà, ils sont champions d'Afrique. Deuxième du monde. Sachons savourer ce qui a été engrangé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à toutes les bénédictions qui les ont accompagnés. Voilà ce que je veux dire ce soir. Que personne ne se mette dans une tristesse profonde. Notre jeune équipe a été au firmament. Elle sort deuxième. Nous l'aurions préféré première, c'est vrai, mais bon. Tous ceux qui aiment le football sont des sportifs. Et en foot, ça arrive. Comme nous avons pu, dans 5 minutes finales, égaliser et pourquoi pas aller en prolongation. On y a aussi, on peut aller tout. Mais je pense que, retenons simplement qu'ils n'ont pas démérité. Pas d'ignotant. C'est ce que je retiens pour ma part. Je suis de ce pays-là et je dis ma fierté que mon pays ait une telle équipe aujourd'hui à aligner au plan mondial. Merci les jeunes. Merci l'engagement. Merci. Voilà le président de la République qui a suivi cette finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le moins que l'on puisse dire, ces jeunes nous ont fait, nous aussi, ils nous ont fait vibrer hier soir, mais comme vient de le rappeler le président de la République, la loi du football, il faut un gagnant, il faut un perdant, mais le Mali n'a pas du tout démérité. Le Nigeria a donc battu hier soir le Mali 2-0 et remporte son 5e trophée de cette compétition. Les Aiglonnais se consolent avec la médaille d'argent et surtout le trophée de meilleur gardien de but du tournoi revenu à Samuel Diarra et Ali Malé. C'est lui classé 3e joueur. Khalifa Nama Traoré nous fait revivre cet temps fort. Il y a beaucoup d'espace dans la défense malienne. 3 minutes et tout l'espoir d'une première consécration mondiale du Mali en football s'évanouit avec le but de Victor Osimhen à la 56e minute sur une reprise des volets imparables et Funche Bangboy à 59e minute. 2 buts nigérians consécutifs à des erreurs défensives des Aiglonnais. Hormis ces 3 minutes où tout bascule en défaveur des nôtres, Maliens et Nigérians se sont tenus en respect. Premier tournant de cette deuxième finale de l'histoire 100% africaine, la 3e minute de jeu. Siaka Barayrou repousse du bras dans la surface de réparation un tir qui lui venait à la figure. L'arbitre anglais Michael Oliver n'hésite pas à indiquer le point de pénalty. Samuel Diarra repousse le tir d'Ozinachi Ebere qui frappe ensuite la barre transversale. Cette performance de celui qui deviendra le meilleur gardien de la compétition donne plus de confiance aux Aiglonnais qui confisquent par moments le ballon sans pour autant être dangereux devant les buts adverses. Ils pêchent parfois par le trop d'individualisme, surtout que certains des cadres de l'équipe n'ont pas pu se défaire de la nasse nigériane. La rigueur et l'efficacité des Golden Eaglets ont fait la différence et le Nigeria remporte sa 5e couronne en 12 participations à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La génération 2015 des cadets est sans nul doute dans l'histoire du football malien pour avoir donné au pays son premier trophée continental et atteint une finale mondiale. Elle n'a enregistré qu'une seule défaite en phase finale, CAN et Coupe du Monde confondues. Il reste à préserver les acquis de cette année faste sur le terrain de notre football et corriger les lacunes pour un avenir plus radieux pour le bonheur des nombreux amateurs
de football. Le Mali s'est donc incliné 0-2 contre le Nigeria et devient pour la première fois de son histoire vice-champion du monde. Le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement de la République du Mali et du mouvement sportif national, adresse ses chaleureuses félicitations aux Aiglonnais et exhorte les populations à leur réserver un accueil des plus chaleureux demain, mardi 10 novembre, à l'aéroport de Bamako-Sénou, et cela à partir de 21h. À présent, des messages de félicitations pour cette brillante performance de nos cadets des partis politiques, le RPM, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, la CENAS Faso Here, l'URD, le parti Yelema, la DEMA PAJ, la CODEM, le Parti social-démocrate africain, le MODEC, l'UMRDA Faso Here, Faso Djigui, le PIDS, l'UFD et l'Association des journalistes sportifs, le Grand Forum du Mandé ou Mandé Blumba, tous saluent cette prestation historique au Mondial Cadet de Chili de nos cadets 2015. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, est arrivé cet après-midi à Luanda. Luanda, c'est la capitale angolaise. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement prendra part mercredi, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, aux festivités marquant les 40 ans d'indépendance de l'Angola. À son arrivée à l'aéroport international de Luanda, le Premier ministre, dans l'interview qu'il a accordée à la presse, a salué les efforts fournis par les autorités angolaises pour l'émancipation des peuples d'Afrique. Ce 40e anniversaire se déroule dans un climat apaisé. Nos envoyés spéciaux à Luanda, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Luanda, la capitale de l'Angola en Afrique australe. La ville se situe au nord-ouest du pays sur la côte de l'océan Atlantique. Après 4h10 de vol, le Premier ministre à la tête d'une délégation arrive dans la capitale angolaise. Modibo Keïta représente ainsi le président de la République aux festivités commémorant les 40 ans de l'indépendance de ce pays, ami du Mali. Nous sommes ici à l'invitation du peuple et du gouvernement de l'Angola pour représenter le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, aux festivités commémorant l'indépendance de ce pays. Et c'est un devoir pour nous que d'être ici, en raison de la qualité exceptionnelle des liens qui existent entre les deux chefs d'État, en raison des liens exceptionnels qui existent entre les deux peuples. Et nous nous souvenons avec beaucoup d'émotion du rôle combien éminent que l'Angola a joué dans l'histoire de notre continent, dans l'émancipation de notre peuple. Et nous nous souvenons encore récemment, au moment où l'Angola présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies, quel appui extraordinaire il a apporté à notre pays. C'est donc pour nous associer à ce pays, à la fête de ce pays, que nous sommes ici, avec un immense plaisir et un grand honneur. Le Mali et l'Angola, ce sont donc deux pays frères, dont les relations d'amitié et de fraternité se renforcent au fil du temps. L'occasion est donc bonne pour remercier le peuple et le gouvernement de l'Angola pour l'hospitalité généreuse qu'il leur est offerte. Et ceci n'est pas étonnant du tout, et pour la vocation panafricaniste de l'Angola. En tout cas, nous remercions pour l'accueil qui a été réservé à nos délégations. Alors comment ne pas remercier également le secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui vient de m'accueillir et qui est aussi un signe de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples. Après donc 40 ans d'indépendance, les stigmates de guerre de 1975 à 2002 sont encore visibles dans la capitale. Il s'agira ainsi pour le président José Eduardo dos Santos de mesurer le chemin parcouru afin de faire face à de nombreux défis auxquels son pays fait face. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption et l'instauration d'une bonne gouvernance. Les festivités auront lieu ce 11 novembre 2015 en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les experts de la CEDEAO sont en conclave ici à Bamako, et cela pour contribuer à la promotion de bonnes pratiques au niveau national et transfrontalier en matière de construction et de gestion de grandes infrastructures hydrauliques pour un engagement des acteurs concernés. Cet engagement se construit grâce à la concertation. Le point avec Boubacar Sissoko.
Les barrages sont des ouvrages très importants dans le développement socio-économique de nos États. Ces infrastructures hydrauliques engendrent également des impacts négatifs et variés. Cette rencontre consacre donc la dissémination des lignes directrices pour le développement des dites infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest. Des échanges auxquels les organisations de la société civile malienne souscrivent parfaitement. La concertation est un élément clé des principes fondamentaux de la GIR, gestion intégrée des ressources en eau, adopté par le gouvernement du Mali comme approche de gestion durable de ces ressources en eau. Et c'est le lieu de vous assurer de notre engagement à vos côtés pour assurer un développement harmonieux et accéléré à nos populations. Ce qui passe par le processus de dialogue autour des grandes infrastructures hydrauliques réalisées dans les pays membres de la CEDEAO. Les infrastructures hydrauliques construites dans la région ont incontestablement contribué au développement économique des États qui les ont réalisées et n'ont pas toujours profité aux populations, à raison de la faible participation de ces populations au processus décisionnel. C'est pour mieux appréhender cette problématique que notre centre a conduit entre juillet 2009 et juillet 2011 un dialogue sur les grands projets d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire de Bamako est donc la suite logique des rencontres antérieures sur le sujet. La vision de l'organisation régionale entend s'adapter au changement climatique. Il convient de retenir que le principe de ce dialogue ainsi que les recommandations qui en découlent nécessitent une dissémination et une appropriation par les différents pays de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion de ces projets et pour une gestion écologiquement durable et socialement équitable dans un contexte de changement climatique. Les autorités maliennes estiment très importante la rencontre. Elles attendent des résultats tangibles pour aider le Mali à mieux cerner la question. Tout en fondant beaucoup d'espoir sur les résultats de vos travaux, je puis vous donner l'assurance que les conclusions et recommandations auxquelles vous parviendrez seront suivies de près par le gouvernement à travers mon département. À l'issue des travaux, l'atelier devra contribuer à la promotion de bonnes pratiques au niveau national et transfrontalier en matière de construction et de gestion des grandes infrastructures hydrauliques à travers l'engagement des acteurs concernés. Les acteurs chargés de la sécurité alimentaire évaluent les dispositifs de lutte contre la malnutrition aiguë, et cela à la faveur des travaux de l'atelier cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire. Compte rendu Agali Aguissa. Les cadres harmonisés mis en œuvre il y a seulement 2 ans au Mali permettent de classifier les degrés de vulnérabilité des populations. Le cadre harmonisé est un outil fédérateur qui permet de classifier la nature et la sévérité de la sécurité alimentaire aiguë pendant les évaluations des situations de sécurité alimentaire et nutritionnelle courantes et projetées. Techniciens et partenaires analysent ainsi la situation alimentaire au titre de la campagne agricole 2015-2016. Durant les 5 jours, les participants examineront les données issues de plusieurs enquêtes réalisées au plan national. Il s'agit entre autres de l'expertise classique de la situation alimentaire par les systèmes d'alerte précoce SAP, l'analyse de l'économie des ménages. La campagne agricole, dont les résultats restent déterminants dans l'évaluation de la sécurité alimentaire, s'annonce sous de bons auspices. Les informations qui nous sont parvenues montrent que les perspectives de récolte sont globalement bonnes, voire très bonnes, en maints endroits dans le pays. La biomasse végétale est globalement bonne et nettement supérieure à la normale. La pêche est également promoteuse. Si toutes ces tendances se confirment, le Mali connaîtra une production agro-silvopastorale record cette année. Aussi, les résultats des enquêtes montrent une certaine amélioration de la situation alimentaire par rapport à l'année dernière, avec toutefois l'existence des zones où les populations ne se sont pas totalement relevées des difficultés antérieures. Selon les commissaires, les inondations provoquées par de fortes pluies dans certaines zones du pays et les retards des pluies dans les régions du septentrion ont causé des difficultés aux populations affectées.
Autres travaux, les travaux du Forum sur la sécurisation foncière du réseau plaidoyer ont démarré ici à Bamako. L'objectif recherché par les participants qui sont venus d'Afrique et d'Europe est d'harmoniser les points de vue sur la question du foncier agricole, substance incontournable du développement durable. Moussa Fane a suivi ces travaux pour nous. Les responsables de l'ONG 3AG et ceux du réseau plaidoyer ont voulu ce forum régional sur la sécurisation foncière en vue de faire une convergence autour de la problématique de l'accès aux fonciers agricoles qui constitue aujourd'hui une préoccupation pour les populations rurales. C'est pourquoi, pendant le forum, les participants venus d'Afrique et d'Europe vont focaliser les débats sur plusieurs thématiques, notamment la gouvernance du foncier au Mali et en Afrique, base du développement durable. Les participants à ce forum estiment à l'unanimité que pour atteindre ces objectifs, il faut forcément des terres sécurisées, accessibles aux populations. Le présent forum va, dans le cadre de ce plaidoyer pour la sécurisation foncière au Mali, planifier donc les actions futures. Le Mali recèle d'énormes potentialités agro-silvopastorales, forestières et halieutiques. Le potentiel des espaces physiques est globalement estimé à 46,6 millions d'hectares, dont 12 de terres agricoles. La politique foncière a donc pour objet la sécurisation des exploitations familiales et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et privés, l'accès équitable aux ressources foncières et la gestion durable des dites ressources. Une centaine de producteurs agricoles de 13 pays de la sous-région sont en conclave au centre Nyeleni de Séléngué. C'est à la faveur de la 3e édition de l'université paysanne du réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Nos envoyés spéciaux, Djelimakan Diabaté et Mamari Kone. Après Ouaga en mars 2014 et Cotonou en décembre 2014, c'est le centre Nyeleni de Séléngué au Mali qui abrite la 3e édition de l'université paysanne du Repas. Le réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest offre ainsi un cadre de renforcement des capacités des organisations paysannes. Il est clair que des organisations familiales fortes économiquement sont aussi le socle sur lequel la paix et la sécurité peuvent se construire dans notre région. Car la pauvreté, les désastres liés au changement climatique sont le terreau sur lequel se bâtissent l'insécurité. Les travaux de l'édition 2015 de l'université paysanne sont axés sur deux thématiques, à savoir la production des semences par les organisations paysannes et l'agriculture intelligente face au climat, des thèmes qui sont d'actualité. En ce qui concerne effectivement les changements climatiques, c'est un défi. Comment produire, comment assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique. Voilà la thématique qui se pose. Si aujourd'hui les changements climatiques sont d'actualité, le devoir aujourd'hui des organisations paysannes et leurs membres, notamment le repas, basé sur ces membres, comment peuvent-ils assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de toutes les populations? Nous sommes là pour aussi apprendre de vos besoins et aussi de vos connaissances. Car c'est en partant justement des connaissances existantes que les chercheurs peuvent arriver à améliorer justement l'ensemble des options technologiques, des approches et des technologies. Cette session sera également mise à profit pour tirer les premières leçons de l'université en vue d'assurer son ancrage institutionnel. Ça sera aussi un moment de mettre en lumière les acquis et les insuffisances, mais surtout d'aborder la perspective. Après la cérémonie d'ouverture, les participants venus de 13 pays de la sous-région ont été répartis entre deux ateliers. Dossier de ce journal, campagne 2015 de la pomme de terre à Sikasso. Le premier maillon de la chaîne de production est désormais en marche et les fournisseurs de semences sont en ce moment très actifs sur le marché pour mettre à la disposition des producteurs la quantité et la qualité des variétés recherchées. Le RTM Sikasso est allé au marché de Médine à la rencontre d'un des plus grands distributeurs de semences. Son nom, c'est Aruna Konaté dans l'ambiance de ce début de campagne. Suivons avec Sekou Konaté et Amadou Dolo. La pomme de terre constitue l'une des principales sources de revenus des producteurs agricoles du Mali Sud, particulièrement le cercle de Sikasso. Sa campagne de production court de novembre à février-mars. Et s'il y a un facteur déterminant dans la réussite de la campagne, c'est bien les semences.
La production de pommes de terre commence par le ravitaillement en semences. Et notre rôle, c'est, au début de la chaîne, l'importation des semences de pommes de terre de qualité désirée par les producteurs et les mettre à leur disposition en temps voulu. Pour la campagne 2015-2016, le marché bouge déjà. Des camions frigorifiés sont visibles le long du boulevard du marché de Médine, pendant que d'autres déversent leur contenu. Les producteurs eux attendent. Le produit n'entre pas en magasin, mais transbordé dans des tracteurs ou mototricycles. Direction les zones de production. La qualité des semences est variée. Nous proposons aux producteurs de Sikasso les variétés Pamina, Clostar, les variétés Amani, les variétés Spunta. Ça, c'est les variétés que les producteurs aiment beaucoup. Au niveau du secteur de Kati, nous proposons la variété Sahel. Et au niveau des régions de Tombouctou, Gao et Mopti, nous proposons généralement la variété Sahel et la variété Spunta. Ce sont ces variétés que ceux-ci demandent le plus. Donc, Kati est totalement fourni. Nous sommes sur la phase de Sikasso et Tombouctou. Et les producteurs déjà en possession de leurs besoins pensent que la campagne, au regard de la saison des pluies qui s'achève, est prometteuse. La campagne de cette année, telle qu'on la voit, augure de belles perspectives pour nous, acteurs de la filière pomme de terre. La pluviométrie de cette année a été abondante. Toutes les cultures ont bien donné et nous rend grâce à Dieu. Côté fournisseurs, des consignes sont observées pour la réussite de la campagne. Aujourd'hui, l'hivernage s'est un peu prolongé dans la période du froid et c'est pour cette raison que nous avons pris un peu de retard dans la fourniture des semences. Ce que j'ai comme appel à lancer aux producteurs, c'est de mieux utiliser les semences, de ne pas commencer à planter là où il y a trop d'eau et de suivre les consignes de la météo. Rendez-vous donc en fin février, début mars, avec les pommes de terre de Sikasso. Assemblée générale d'information pour les députés de la commune 6 de Bamako, le développement socio-économique de la commune, le contact élus et population. Ce sont là, entre autres préoccupations, évoquées au cours de cette assemblée générale suivie par Alpha Meiga. Une assemblée générale d'information, une initiative de l'ensemble des députés de la commune 6. Les problèmes qui préoccupent la commune, venir échanger sur les problèmes de la commune. L'assemblée vient de rentrer. Quelles sont leurs préoccupations nouvelles? Quels sont leurs soucis? Qu'est-ce qu'ils ont comme proposition pour les députés, leurs députés au niveau de l'Assemblée nationale? Nous avons le rôle d'aider les responsables du développement de la commune. Plusieurs préoccupations ayant trait au développement ont été évoquées par les uns et les autres. Aux élus nationaux de rassurer les populations qui leur ont accordé leur confiance pour 5 ans. Comme pour dire, entre l'élu et la population, c'est comme l'eau et le poisson. Nous, on n'a pas de force sans l'appui de la population. Donc, on va ensemble, on vit ensemble. C'est à eux de nous orienter, de nous interpeller même souvent sur les problèmes de la commune. La commune 6, c'est un maire, 3 députés. C'est aussi 600 000 habitants répartis entre 10 quartiers sur une superficie de 8 882 hectares, soit plus de 8 km². Alpha Meiga. 85 filles des 10e et 11e des enseignements secondaires de la région de Ségou ont bénéficié de la bourse cartable Sort Optimiste du Club Lumière de Bamako. Et ces prix sont là pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural. Ségou, le point avec Kandesila. Pour l'édition 2015 de l'opération Bourse cartable Sort Optimiste du Club Lumière de Bamako, elles sont 85 filles parrainées qui ont reçu les prix. Ces lauréates sont issues des 10e et 11e années de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique et professionnel. La cérémonie de remise a regroupé les bénéficiaires, les parents d'élèves, les autorités administratives, politiques et scolaires et autres acteurs du monde scolaire. Ce partenariat gagnant qui repose sur la saine émulation entre les élèves,
élèves qui ont le souci permanent de la quête du succès méritent toute notre attention. La bourse cartable, composée de trousseaux scolaires, récompense les filles qui ont obtenu au moins 10 de moyenne et soumises à un suivi constant de leurs résultats scolaires. Il s'agit d'encourager l'excellence en milieu scolaire et singulièrement la scolarisation des filles en milieu rural. À l'instar des pays du tiers-monde, la scolarisation des filles est une préoccupation majeure pour notre pays. En général, sur 40% des filles inscrites au primaire, seuls environ 12% atteignent le cycle secondaire. Vos actions, de par leur constante et leur efficacité, commencent à bâtir un environnement féminin de plus en plus lettré dans nos villages, hameaux, restés très longtemps en marge du fait de facteurs naturels très souvent hostiles. On note que cette opération est à sa 7e édition dans la région pour 16 éditions au niveau national. Nous restons dans la cité des Balanzans pour dire que la direction du festival sur le fleuve Niger a procédé au lancement officiel de ses activités pour l'édition 2016. Au menu de ce lancement a eu lieu une séance de vernissage et un concert géant inaugural du nouveau son et lumière. On a noté la présence de l'artiste international Sekouba Bambino à Ségou. On fait le point avec Honoré Tcheno. Ce sont ces coups de ciseaux du préfet de Ségou qui ont marqué l'ouverture officielle de cette exposition photo. Exposition initiée en marge de la Biennale africaine de photographie dénommée Rencontre de Bamako. Ainsi, le groupe Kobenawati du Mali et celui de Women Grow Project du Sénégal ont chacun exposé une vingtaine de photos. Pour toutes ces activités en faveur de l'art, de la culture et de l'économie malienne, le préfet de Ségou apprécie. Satisfaction. À l'occasion de ces différents vernissages que nous venons de suivre. Et je voudrais saisir l'occasion pour quand même remercier et féliciter ici les différents acteurs qui ont occasionné cette cérémonie. En plus du vernissage, un concert inaugural du nouveau système de son et lumière a été donné au stade Amaridao avec l'artiste Sekouba Bambino et autres, comme pour marquer le lancement officiel des activités du festival sur le fleuve Niger, édition 2016. Et aujourd'hui, nous avons une présentation d'un matériel très important qui a deux composantes, une composante musique et art visuel. Et donc nous avons souhaité acquérir du matériel, non seulement pour la qualité de nos spectacles en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour inscrire nos festivals dans la durabilité. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers le 3 février 2016, premier jour du festival sur le Niger, édition 2016, avec beaucoup de nouveautés. Préservation des manuscrits de Tombouctou, l'ambassade des États-Unis offre 100 millions de francs CFA à l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou. L'information a été donnée au cours d'un point de presse et ce fonds est destiné à la numérisation de plus de 2000 documents anciens des bibliothèques de la cité des 333 d'une part et le renforcement de la capacité de conservation de l'Institut. L'ambassadeur des États-Unis est au micro de Alpha Mega. Nous sommes conscients de l'importance historique de Timbuktu et voulons faire ce que nous pouvons pour aider. D'où le projet Timbuktu Renaissance, qui est une initiative non gouvernementale qui vise à aider le Mali à restaurer Timbuktu en tant que centre de culture et d'apprentissage. C'est dans ce même élan que le fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle a été initié. Fruit de la coopération entre les gouvernements américains et maliens, les dix fonds constituent un effort visant à assurer aux générations futures l'accès à la sagesse trouvée dans la bibliothèque de Timbuktu. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis au Mali a décidé de s'inscrire dans cet élan de solidarité internationale visant à préserver ces manuscrits. Cela à travers une subvention de près de 100 millions de francs CFA. L'Institut Ahmed Baba a été choisi comme récipiendaire du fonds de l'ambassadeur
parce que les manuscrits de Timbuktu ne sont pas seulement un trésor malien, mais ils représentent un patrimoine pour toute l'humanité. Cette destruction de la culture est une attaque contre notre histoire collective et notre avenir. Que pouvons-nous faire ensemble pour préserver les deux à la fois? La réponse pour nous tous, c'est de ne rester pas les bras croisés. Les cités des 333 saints, pour sa part, révérées autrefois comme l'un des centres intellectuels dynamiques du monde musulman, et en passe de retrouver un peu de son lustre d'antan. Beaucoup de gens perçoivent le rôle éminent des manuscrits de Timbuktu dans l'histoire de l'humanité. Encore Tombouctou avec le lancement de la semaine culturelle sur la paix et la cohésion sociale dans la région. Initiative des femmes de la section RPM qui ont mis une initiative des femmes RPM de la région qui ont mis à profit l'occasion pour sensibiliser à la mise en œuvre de l'accord. À cet effet, une forte délégation du Bureau national a fait le déplacement de Tombouctou. On fait le point avec Yeya Tandina. Nous nous engageons pour bannir les conflits communautaires afin de faciliter le vivre ensemble. Femmes du Mali et dont le président Ibrahim Boubacar Keïta pour la mise en œuvre de l'accord, ce sont entre autres les slogans prônés par les femmes de la section RPM de Tombouctou qui ont procédé au lancement de la semaine culturelle sur la paix et la cohésion sociale. Le but vise de contribuer à la considération du processus de paix dans la région de Tombouctou par l'organisation des journées d'échange, de concertation et des activités culturelles en vue d'un rétablissement de la confiance. Je suis tenté de rappeler à l'assistance les valeurs ancestrales de dialogue, l'arbre à palabres du village à travers lesquels nos sociétés ont su évacuer des situations grosses de différents meurtriers et de désintégration sociale. Nous devons nous inspirer de ce trésor séculaire de nos sociétés qui nous enseigne que rien de solide ne peut se bâtir sans dialogue. La mobilisation était à la hauteur de l'événement. Les différents responsables se sont relayés au micro pour magnifier leur reconnaissance à l'homme, c'est-à-dire Ibeka et son gouvernement. Aussi, ceux du Bureau national s'en réjouissent. Nous voulons d'un pays stable, nous voulons d'un pays calme, nous voulons que les populations se retrouvent entre elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles sont toutes maliennes, elles demeureront comme telles. Nous sommes tous frères et sœurs, donc les femmes ont profité de cette fête pour lancer un appel. C'est vrai, c'est les femmes du RPM qui ont initié, mais Dieu merci, vous avez pu constater qu'elles étaient avec les femmes d'autres partis politiques. Les troupes folkloriques ont agrémenté la cérémonie de lancement à travers des démonstrations de danse traditionnelle. La jeunesse de Kidal s'engage aux côtés du gouvernement pour faire de la réouverture des classes une réussite dans la région de Kidal. Le week-end dernier, le collectif des jeunes de la région de Kidal a organisé une soirée de collecte afin de pouvoir acheter des kits scolaires pour les enfants de la région. Fousseni Tounkara, compte rendu. 7 millions de francs CFA, c'est les retombées de cette soirée de collecte pour soutenir la rentrée scolaire dans la région de Kidal. L'initiative est du collectif des jeunes de la 8e région du Mali à Fous-Dafous. Les attentes, c'est de faire des dons de kits scolaires qui serviront aux élèves de la région de Kidal, tels qu'on a ciblé une école à Kidal, une à Nefif, à Djelhok et Tessalit. Cette idée de soutenir les enfants de Kidal privés d'école pendant des années est noble et pleine de signification. Voilà pourquoi l'accompagnement n'a pas fait défaut. Et si les jeunes décident de se mettre ensemble pour construire la paix, pour construire l'unité, pour construire la solidarité, je pense que c'est une très très bonne initiative que nous les aînés, nous devons appuyer par nos idées, appuyer par nos moyens, appuyer par nos conseils. C'est vraiment avec bonheur que nous appuyons nos plus hautes autorités pour que cette éducation qui vient de reprendre à Kidal, cette école qui vient d'ouvrir à Kidal, cela soit une continuité. Les jeunes de Kidal sont à encourager, d'autant plus que par cette soirée, ils sont en train de mobiliser toute la sympathie autour de Kidal. Pour que ces enfants qui ont déjà perdu, pour certains, 2, 3, 4 ans,
pour qu'au moins on puisse sauver leur avenir. Au-delà de cette étape, le collectif entend mener des actions concrètes sur le terrain pour assurer une école complète aux enfants de la région de Kidal. À l'issue de la rencontre, des attestations de reconnaissance ont été remises à certaines personnalités pour leur engagement aux côtés des jeunes de Kidal. L'art visuel est en développement au Mali, c'est le constat d'une spécialiste. Elle est du Nigeria, Bissi Silva, c'est son nom. Elle est en même temps la commissaire des rencontres de la photographie de Bamako. Bissi Silva et d'autres ont reçu des distinctions pour leur contribution à l'émergence de la photographie. C'est au cours d'une cérémonie d'exposition photo organisée par l'association Espace Photo. Une centaine d'œuvres ornent les murs. Le coup d'œil est de Moïse Traoré. L'association Espace Photo Partage expose dans la rue. Parmi la centaine d'œuvres qui tapissent les murs de quartiers populaires, celle de 10 photographes primés sur 68 postulants au concours. Je suis venue quelques fois à la Biennale de Dakar et moi je trouve que les rencontres ici à Bamako, c'est mieux présenté, c'est mieux conceptualisé. Cette rencontre était bien visitée, mais il peut être plus de gens qui venaient. C'est important d'avoir les Maliens même qui venaient voir ce qu'ils ont fait. Et je crois que ça peut encourager les photographes. Espace Photo Partage, qui se dédie à la formation, décerne des chiwaras d'excellence aux promoteurs de l'art visuel. Il s'agit du galériste Amadou Chab Touré, du directeur du musée national Samuel Sidibé, de l'opérateur culturel Lassana Hugo Diarra et d'une Nigériane. Une Nigériane pilotant des expositions à travers le monde. Ça fait plus de 10 ans que je viens à la Biennale et j'ai vu la manière que les photographes ont développé leurs idées, leur travail, leurs techniques. Et moi, je suis très contente de ce développement. Et je crois qu'ils sont vraiment prêts à prendre leur position dans un monde global. Ces œuvres restent exposées jusqu'au 31 décembre 2015. Le centre de lecture et d'animation enfantine de la commune 5 du district de Bamako a servi de cadre pour la NU ORTM 2015. Ce sont donc Mariam Guindo, Fatoumata Esdjire et Bintou Keita qui vont représenter la commune 5 à l'étape de Bamako. On fait le point avec Aboubakar Diarra, mais c'est avec la voix de Mamourou Sidibé. Les 5 membres du jury ont eu du mal à départager les filles en commune 5 du district de Bamako. Finalement, c'est Mariam Guindo, 18 ans, qui devient la première Miss ORTM, suivie de Fatoumata Esdjire et de Bintou Keita, également 18 ans. Ces filles vont représenter la commune 5 en phase finale de Miss Bamako prévue pour le mois de novembre prochain. Le comité syndical de l'ORTM, en partenariat avec les mairies des 6 communes du district, innove à travers ce qu'ils appellent élection Miss communale. Notre souhait est que ces 3 Miss soient parmi les 3 premières de tout le Mali. Au mois de décembre, je pense. Les messages des 12 postulantes ont été en rapport avec la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Autre temps fort de cet événement, la prestation des artistes invités dont Batoma Sissoko, Massaran Kouyaté, Mamadou Dambélé dit Dabara. Les 3 Miss empochent respectivement 100 000 francs CFA, 75 000 francs et 50 000 francs, en plus des cadeaux offerts par les sponsors. Miss ORTM récompense la plus belle fille du Mali. À présent, nous arrivons à la page Focus Santé de ce journal. La chronique santé de ce jour se trouve en salle de kinésithérapie du Centre national d'appareillage orthopédique où on prend en charge le cas de paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale est généralement due à des problèmes que l'enfant a dû avoir pendant la grossesse, à l'accouchement et dans les 2 premières années de la vie. Qui sera Emmanuel Dambélé. Triste
Cette scène de prise en charge au Centre national d'appareillage orthopédique de Bamako, le kinésithérapeute tente d'assouplir les membres d'un jeune homme de 17 ans souffrant d'une paralysie cérébrale. Celle-ci a ceci de particulier qu'elle se traduit par des troubles de la motricité ou de certaines fonctions cognitives. C'est un malade très passique, donc le travail n'est pas facile. On essaie de faire quand même le maximum. C'est un enfant passique depuis. C'est un enfant de 17 ans. 17 ans que ce jeune, né d'une grossesse gémellaire, n'a aucune motricité. Le retard accumulé avant de commencer cette rééducation est terrible. L'infirmité motrice cérébrale, appelée maintenant paralysie cérébrale, est la séquelle d'une atteinte cérébrale précoce, soit avant la naissance, soit pendant ou dans les 2 premières années de la vie de l'enfant. De pareils cas sont nombreux au Mali. Ils interpellent sur les mesures à prendre autour des grossesses, mesures applicables par les gynécologues et les pédiatres et les sages-femmes pour sécuriser les naissances. Quand ces mesures ne sont pas prises, le risque est grand qu'un enfant se retrouve avec une paralysie cérébrale. Quand l'enfant est né, en général, il a un retard par rapport aux autres enfants. À partir de 2 ans, l'enfant peut ne pas pouvoir tenir la tête, par exemple, et il a des mouvements anormaux. Donc maintenant, en général, nous travaillons en collaboration avec, n'est-ce pas, le pédiatre. Le pédiatre fait une détection précoce, puis après, ils adressent les patients pour une prise en charge. Le centre d'appareillage orthopédique de Bamako prend en charge les cas de paralysie cérébrale par la rééducation et l'appareillage. Ils y sont référés par les pédiatres. En général, les parents nous amènent les enfants à l'âge de 2 ans et disent que l'enfant ne peut même pas s'asseoir. Donc ça, ça sont des signes tardifs. Et en général, ces signes tardifs sont reconnus par les gens qui ne sont pas spécialisés très tard. Mais il faut un spécialiste pour, dès la naissance, voir comment on appelle là, de l'enfant pour pouvoir détecter rapidement. La paralysie cérébrale touche 6 à 8% des enfants dont le poids de naissance est de moins de 1500 grammes ou qui sont nés avant 30 semaines de grossesse. Le ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, informe les propriétaires des véhicules non immatriculés à se mettre en règle au plus tard le lundi 16 novembre. Passé ce délai, des contrôles inopinés auront lieu dans la circulation. Et pour éviter cela, le ministre compte sur le sens civique et la bonne compréhension de tous et de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 10h-13h, Rachel Tessougué. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Luanda en Angola, Malabo et Bata, c'est en Guinée équatoriale.